Bonjour Evelyne. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la logique avec Bertrand Russell. Bonjour. On va s'appuyer sur ses écrits pour explorer son travail assez révolutionnaire et surtout ce qui l'a poussé vers sa fameuse théorie des types. Oui, L'idée, c'est de bien saisir pourquoi il a voulu, en quelque sorte, refonder la logique à ce moment-là. tout à fait. Ça part, chez Russell, d'une recherche quasi obsessionnelle de certitude. Il était déçu, même enfant, par la géométrie euclidienne qu'il ne trouvait pas assez solide. C'est ça. Après quelques détours par d'autres philosophies, il s'est vraiment tourné vers la logique comme le fondement ultime. Mais le contexte était particulier aussi. Ah oui, tout à fait. Début du XXe siècle, c'est vraiment ce qu'on appelle la crise des fondements en mathématiques. Des paradoxes apparaissaient un peu partout. Des failles dans le système, quoi. Exactement, des fissures dans un édifice qu'on pensait inébranlable. Et Russell, lui, il voulait pas seulement résoudre ces paradoxes, il voulait aussi, disons, assainir le langage philosophique. Assainir, c'est-à-dire. Il réagissait contre des penseurs comme Meinong, par exemple, qui admettaient l'existence d'une certaine manière d'objets comme la montagne d'or. Même si elle n'existe pas, on peut y penser, donc elle doit être quelque part. Décor, une sorte d'existence logique ou conceptuelle. Voilà, et Russell trouvait ça dangereux. Il pensait que c'était souvent des confusions liées au langage qui nous faisaient croire à ces entités un peu fantômes. Il voulait une analyse logique très rigoureuse pour éviter ça. Et c'est là qu'arrive ce projet monumental, les Principia Mathematica, qu'il a écrit avec Whitehead à partir de 1910. Un travail énorme. Ah oui, colossal. L'ambition, c'était quoi? Réduire les maths à un noyau dur de concepts et d'axiomes logiques, Exactement, ça d'une part. et d'autre part, développer une notation, un symbolisme ultra précis pour pouvoir exprimer toutes les vérités mathématiques sans aucune ambiguïté. Et surtout, j'imagine, Et surtout, voilà, le gros défi, surmonter ces fameux paradoxes logiques qui menaçaient de tout faire s'écrouler. Le paradoxe du menteur, bien sûr, mais aussi celui que Russell a lui-même découvert. le paradoxe de Russell. Le fameux ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas eux-mêmes. La question qui tue, est-ce qu'il se contient lui-même? C'est ça, quoi qu'on réponde oui ou non, on tombe dans une contradiction. C'est un vrai casse-tête logique. Alors, comment la théorie des types, celle développée dans les Principia, comment elle était censée régler ce genre de problème? Alors, l'idée centrale, c'est d'introduire une hiérarchie très stricte de ce qu'il appelle des types logiques. Des niveaux, en quelque sorte. Oui, on peut dire ça. En gros, une classe, un ensemble, ne peut pas être du même type, du même niveau logique que ses propres membres. Et une affirmation sur une classe est d'un type encore supérieur à celui de la classe. D'accord. Et cette stratification, cette hiérarchie, elle interdit purement et simplement les constructions qui se réfèrent à elles-mêmes de manière problématique, celles qui causaient les paradoxes. Donc, on ne peut même plus poser la question pour l'ensemble de Russell? Exactement. On ne peut plus demander si l'ensemble de tous les ensembles qui ne se contiennent pas se contient lui-même parce que, cet ensemble serait d'un type différent, supérieur aux ensembles qu'il est censé contenir ou pas. Du coup, la question elle-même devient mal formée, elle n'a plus de sens logique dans ce système. C'est astucieux. Malin. Même si Russell lui-même, il me semble, reconnaissait que c'était une solution un peu artificielle. Oui, c'est vrai, il disait lui-même que sa théorie empêchait surtout de faire des erreurs, d'aboutir à des contradictions, mais qu'elle n'ouvrait pas forcément de nouvelles voies mathématiques très fécondes. Elle montrait surtout que c'était possible, en fait, de construire une logique sans contradiction. Voilà, c'était ça l'essentiel pour lui à ce moment-là. Prouver la possibilité d'une fondation solide. D'accord. Mais si on dépasse un peu la technique logique pure, philosophiquement, ça voulait dire quoi tout ça pour Russell? Ah, mais c'était fondamental pour lui. Il était persuadé que beaucoup de problèmes philosophiques classiques n'étaient en fait que des faux problèmes. Des faux problèmes. Oui, des problèmes nés d'une mauvaise compréhension de la logique de notre langage courant. Par exemple, la structure de nos phrases sujet, prédicat nous pousse à penser qu'il y a une substance, le sujet, qui a des propriétés, les prédicats. Une idée métaphysique assez classique. Tout à fait. Et pour Russell, c'était une idée largement vide, issue d'une mauvaise analyse logique. Pour lui, l'analyse logique rigoureuse, c'était l'outil pour dissoudre ces faux problèmes, pour ne pas se laisser piéger par la grammaire, par la surface trompeuse du langage ordinaire. La structure du monde n'est pas forcément calquée sur la structure de nos phrases. Exactement. C'est ça le point crucial. Donc, pour résumer, cette quête de certitude a mené Russell à développer des outils logiques vraiment puissants,
comme la théorie des types. D'abord pour résoudre des paradoxes très techniques, mais plus largement pour essayer de clarifier la pensée en analysant la structure profonde du langage, bien au-delà des apparences. C'est tout à fait ça. Et même si la théorie des types elle-même a ensuite été critiquée, simplifiée, parfois dépassée par d'autres systèmes logiques, l'impact de cette exigence de clarté, de rigueur analytique, a été absolument immense. Ça a marqué toute une partie de la philosophie du XXe siècle. Oui, ça a vraiment façonné ce qu'on appelle la philosophie analytique. Et ça continue d'influencer la façon dont on aborde les questions de logique, de langage, de connaissance. L'important, c'est vraiment cet héritage Mussel, l'exigence d'analyse rigoureuse. Et pour finir, une petite question pour prolonger la réflexion. Si Russell avait raison, si la structure de notre langage peut générer ou façonner nos problèmes philosophiques, Oui. dans quelle mesure est-ce que les cadres qu'on utilise aujourd'hui, je pense au langage informatique, aux modèles scientifiques actuels, pourraient eux aussi être en train de définir, ou peut-être de masquer, les grandes questions philosophiques de demain ?